Septième gros mensonge de l'investissement immobilier, les grosses marges pendant l'achat-revente. Quand on parle d'achat-revente, si on parle de la stratégie fix and flip, je trouve le bien, j'achète, je rénove et je remets sur le marché pour revendre. Voilà. Ces grosses marges-là, tu ne vas pas toujours les obtenir. Ça, il peut arriver que tu achètes pour vouloir revendre et tu fais une perte. Donc, ce n'est pas toujours le cas. La conjoncture du marché peut varier à tout moment et toi, en tant qu'investisseur, tu ne peux rien faire pour influencer la conjoncture du marché. La seule chose que tu peux influencer, c'est ton profil, c'est ta solvabilité, c'est ta situation financière. Ça, tu peux influencer, ça, tu peux modifier, ça, tu peux améliorer. Mais la conjoncture du marché, tu ne peux pas savoir si le mois prochain, les taux d'intérêt vont baisser de 2 à 1%. Si, par exemple, tu achètes un bien immobilier à 100 000 euros et pendant une période où les taux d'intérêt étaient à 2%, tu rénoves le bien et ensuite tu revends 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, les taux d'intérêt sont quittés de 2% à 4%. Ça veut dire que ça a doublé. Ça veut dire quoi quand le taux d'intérêt double? Les taux d'intérêt doublent, ça veut dire que le nombre d'acheteurs va diminuer. Le nombre d'acheteurs va diminuer, c'est-à-dire que si le nombre d'acheteurs diminue, ça veut dire que l'offre est supérieure à la demande. Et quand l'offre est supérieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs sont obligés de danser la danse des acheteurs. Ça devient un marché d'acheteurs. Donc, le prix d'achat va baisser. Donc, si toi, tu avais acheté quand c'était 2% et maintenant c'est 4%, tu auras les difficultés à rentrer dans tes frais. C'est très important. Donc, dis que tu peux faire, quand tu fais dans l'immobilier, l'achat-revente, tu vas faire de grosses marges. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire extrêmement attention. Il faut nuancer. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir les 8 plus gros mensonges de l'investissement immobilier. Il y a plusieurs personnes qui mentent sur l'investissement immobilier, soit parce qu'ils veulent vous vendre des formations, soit parce qu'ils veulent vous vendre des services. Mais il faut faire extrêmement attention. J'attire ton attention. Toi qui regardes ma vidéo aujourd'hui, j'attire ton attention. Il faut discerner lorsqu'une personne se présente devant toi, lorsqu'il veut te vendre une formation, lorsqu'il veut te vendre un service. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai apporté 8 gros mensonges de l'investissement immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui les 8 plus gros mensonges de l'investissement immobilier. Il y a plusieurs personnes qui mentent sur l'investissement immobilier, soit parce qu'ils veulent vendre des formations, soit parce qu'ils veulent vendre leurs services. Il faut faire extrêmement attention. Soyez donc vigilants et faites preuve de discernement pour ne pas tomber dans les mains de ce genre de personnes. Je vais te dévoiler dans la vidéo d'aujourd'hui les 8 plus gros mensonges de l'investissement immobilier. Avec le temps, avec l'expérience, j'ai recensé ces gros mensonges et je parle là avec autorité en tant que quelqu'un qui est sur le terrain depuis plus de 10 ans. Désolé pour l'interruption, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. Et la formation aura lieu de 9 h à 18 h.
Et pour cette formation, j'ai prévu 2 pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Voilà, dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale. Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples, on va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers, moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà, pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le levier de l'immobilier pour réduire ta charge fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai regardé, ou bien ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà par exemple mes restitutions fiscales les 2 dernières années. Et par la suite, donc, j'ai prévu une rubrique sur les questions-réponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation, mais cette fois-ci, ce ne sera pas payante. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en or de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau. C'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu es en réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 €, y compris le repas et la boisson. Le repas et la boisson seront offerts par Imogénie Academy. Donc, voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao. Premier gros mensonge, l'investissement immobilier est un investissement passif. Si quelqu'un te dit que l'investissement immobilier est un investissement passif, c'est qu'il te ment. L'investissement immobilier n'est pas du tout passif. Il nécessite beaucoup, mais alors beaucoup de temps et beaucoup de travail. Par exemple, pour l'acquisition d'un bien immobilier, tu dois prévoir beaucoup de temps. Avant d'acquérir un bien immobilier, tu dois le chercher ce bien, tu dois le visiter, tu dois le calculer. C'est-à-dire que tu dois calculer la rentabilité, tu dois évaluer ce bien, tu dois chercher le financement et lorsque tu demandes le financement, le banquier ou la banque te donne une liste de documents que tu dois fournir. Et généralement, quand c'est ton premier bien, tu ne connais pas comment ça se passe. Tu vas beaucoup souffrir pour regrouper ces documents. Ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et voilà, et en fonction du temps que tu as prévu pour ça, ça peut te prendre beaucoup de temps. Donc, après avoir calculé la rentabilité, tu dois évaluer ce bien et tu dois donc rechercher le financement. Et parfois, tu ne fais pas ça avec une seule banque, tu fais ça avec plusieurs banques pour maximiser tes chances. Et parfois, tu as même déjà acheté le bien immobilier et tu as déjà signé le contrat de vente chez le notaire. Ensuite, il faut moderniser le bien. Pour moderniser le bien, ça veut dire qu'il faut coordonner les travaux bien. Si tu délègues ça aux artisans, tu dois coordonner les travaux. Et si tu ne délègues pas, tu fais ça de toi-même, ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, après avoir modernisé le bien, il faut donc mettre ça sur le marché, il faut chercher le locataire, il faut organiser les visites. Et après avoir trouvé le locataire, il faut manager ce bien. Un bien ne se manage pas seul. Ce bien doit être entretenu. De temps en temps, le locataire peut appeler pour dire qu'il y a tel problème, il faut résoudre. Donc, le bien doit être entretenu. Et en cas de problème dans le bien, c'est toi, en tant que le propriétaire, qui a la responsabilité, n'est-ce pas, de résoudre ça. Et s'il faut moderniser, tu dois soit le faire toi-même ou alors tu délègues la modernisation au
aux artisans. Et si tu délègues la modernisation aux artisans, tu dois coordonner les travaux, sinon ils vont faire ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'artisans qui sont paresseux, qui ne respectent pas les deadlines, qui ne respectent pas les budgets. Et si tu n'es pas là tout le temps pour coordonner les travaux, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est tout sauf passif. Au début, tu vas investir beaucoup de temps et une fois que tu as déjà acquéri le bien, tu as modernisé, tu as mis le locataire à l'intérieur, tu ne vas plus beaucoup travailler. Mais tu vas continuer à travailler parce que le bien doit se manager. À chaque fin d'année, tu dois faire les calculs de la consommation du locataire, tu dois faire le calcul de ses coûts supplémentaires dans la maison, les coûts de chauffage, tout ça, tu dois faire ce calcul chaque année pour lui envoyer ça. Donc bref, il n'y a pas, c'est tout sauf passif, ça ne peut pas être passif. Donc si quelqu'un vient te dire que voilà, l'investissement immobilier est passif, c'est qu'il te ment. Deuxième gros mensonge de l'investissement immobilier, l'immobilier prend toujours de la valeur. Ce n'est pas du tout correct. Tout dépend de la situation géographique de ton bien et de l'état de ton bien. Si tu investis dans une zone enclavée ou alors tu investis dans une zone où il y aura des peuplements les prochaines années, alors c'est clair que la valeur de ton bien n'augmentera jamais. Et si la substance de ton bien se dégrade sur la durée, alors la valeur de ton bien n'augmentera jamais. Et en plus de ça, il y a beaucoup de bailleurs qui oublient d'augmenter le loyer. Parfois, qui ne connaissent pas qu'ils ont le droit d'augmenter le loyer. Le législateur protège les bailleurs dans ce sens. Chaque 3 ans, tu as le droit d'augmenter le loyer jusqu'à 15 à 20%. Donc, du coup, quand tu fais 3 ans, tu n'augmentes pas ton loyer. Oui, le locataire, c'est une bonne affaire pour lui. Pour lui, ça va. Mais le problème, c'est que lorsque le loyer reste inchangé, la valeur du bien stagne et la probabilité que le bien perde en valeur dans ce cas est très élevé. Donc, si tu oublies d'augmenter le loyer, comme la législation le préconise, alors c'est clair que la valeur de ton bien n'augmentera jamais. Donc, si toi, tu es bailleur, si toi, tu as un bien immobilier que tu as mis en location, chaque 3 ans, rassure-toi que tu as augmenté le loyer. L'augmentation de la valeur du bien est liée à l'augmentation du loyer. Donc, si tu augmentes le loyer, le bien augmente également. Ça, c'est un fait. Troisième gros mensonge de l'investissement immobilier. Je prends le crédit immobilier, le locataire rembourse. Cette phrase n'est pas totalement correcte. C'est vrai que tu prends le crédit pour acheter un bien immobilier, le locataire paie le loyer, oui, mais voilà, il paie le loyer, mais tu n'es pas sûr que là où tu as investi, le loyer va suffire pour rembourser la dette. Si tu investis par exemple dans une ville comme Munich où tu as 3% de rendement et la banque te demande 6%, ça veut dire que tu dois injecter 3% du prix d'achat dans l'investissement chaque année pour que ça fonctionne. Donc cette phrase n'est pas correcte. En fait, c'est correct de dire ceci. Tu prends un crédit immobilier pour acquérir un bien locatif et le locataire t'aide à rembourser une partie de la dette. Là, c'est bien formulé. Là, c'est bien dit. Mais dire que le locataire rembourse, c'est comme si dès que tu prends le loyer, directement, tu prends le loyer, tu retires une partie de ça, tu paies la mensualité. Non. Il y a des endroits, il y a des zones. Il y a des zones où quand tu achètes un bien immobilier, le loyer ne suffit pas pour rembourser la dette. Le loyer ne suffit pas pour payer la mensualité. Donc, c'est un peu ça. Il y a les villes, par exemple, où le rendement est de 3%. Et quand je parle de rendement ici, je parle du ratio entre le loyer annuel et le prix d'achat. Dans ce cas, si l'annuité est de 6% et que tu dois payer 3%, ça veut tout simplement dire que tu dois injecter 3% du prix d'achat chaque année dans l'investissement pour que ça fonctionne. Donc, cette déclaration selon laquelle tu prends le crédit immobilier, le locataire rembourse, est vrai pour certaines régions, mais pas pour toutes les régions. J'ai parlé tout à l'heure de Munich, de Stuttgart, de Berlin, de Düsseldorf, de Francfort. Ce sont des zones où tu as des rendements de 3%, maximum 4%, même si tu es le plus grand négociateur de la planète. Quatrième gros mensonge de l'investissement immobilier. Tu ne peux jamais manquer de locataires. C'est également un gros mensonge car tu peux bel et bien chercher le locataire pendant 1 an et parfois même plus. Ça peut arriver. Surtout que déjà, si tu achètes le bien immobilier, tu rénoves, tu mets sur le marché. Il peut arriver que tu aies mal choisi ta cible ou alors, par exemple, tu es allé dans une zone où ce n'est que les étudiants qui vivent, mais tu as modernisé comme si c'est un ingénieur qui devait vivre dans cet appartement-là. C'est clair qu'il sera difficile de trouver le locataire. Ou alors, tu arrives dans un immeuble de 4 niveaux sans ascenseur, tu prends peut-être un appartement au dernier niveau.
oui, tu mets en location. C'est clair que tu vas prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour trouver le locataire parce que là, déjà, tu réduis ta clientèle. Il y a certains locataires que tu n'auras plus jamais. Quelqu'un qui a plus de 50 ans ne va pas aller prendre un appartement au 4e niveau sans ascenseur. C'est difficile. Donc, déjà, ça peut arriver que ça fasse 1 an et parfois plus même. Donc, tout dépend de la zone dans laquelle tu investis. Tout dépend de l'état du bien. Et si tu investis dans une zone enclavée ou alors dans une zone qui connaîtra dans les prochains mois, prochaines années, un dépeuplement, alors tu peux manquer les locataires. Ça peut arriver. Donc, si tu as mal choisi ta cible, alors tu vas manquer de locataires. Si tu modernises un bien pour un ingénieur et tu mets ça à la disposition des étudiants, alors tu auras les difficultés, soit à entrer dans tes frais, soit à trouver le bon locataire. Et il peut aussi arriver qu'il y a certaines personnes qui ne se sont pas bien renseignées sur le marché et ils mettent les biens sur le marché à des montants trop élevés, le loyer trop élevé par rapport à la zone. Alors, c'est clair, c'est logique, n'est-ce pas, que peu de personnes s'intéressent à ce bien-là. C'est pour ça qu'avant de mettre un bien sur le marché, renseigne-toi bien sur le montant du loyer dans la zone. 5e gros mensonge de l'investissement immobilier, le mythe du cash flow et de la rapidité. Plusieurs charlatans là sur le marché vont te promettre des cash flows élevés et avec une rapidité irréelle. Il faut toujours, lorsque tu as affaire déjà à quelqu'un qui est en train de te vendre des services, il faut allumer ton cerveau. C'est très important pour pouvoir discerner. Dans l'investissement, ce n'est pas le dogme. Non, il faut discerner. Parce qu'il y a plusieurs charlatans là dehors qui montent, qui descendent, qui mentent tout simplement parce qu'ils veulent vendre leurs formations et vendre leurs services. Donc, il faut faire extrêmement attention. Les cash flows élevés sont liés à de gros risques. Lorsque tu vois un cash flow élevé quelque part, cherche là où il y a le risque. Cherche là où il y a le risque. Sinon, tu vas te lancer dans un investissement, tu vas seulement te focaliser sur le cash flow, sur le papier, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Il faut faire extrêmement attention. Donc, l'investissement est rentable, c'est vrai, mais sur la durée. Donc, si tu veux absolument investir dans l'immobilier sur du court terme, tu es obligé, n'est-ce pas, d'implémenter la stratégie qu'on appelle fix and flip, où tu achètes, tu rénoves, tu revends. Là, tu peux avoir de l'argent vite. Et même là, c'est aussi lié à beaucoup de risques. Parce que tu peux acheter un bien immobilier et en quelques mois, à cause de la conjoncture du marché, le bien perd sa valeur et puis tu n'arrives pas à revendre ça. Et si tu ne revends pas au prix que tu veux, tu ne vas pas entrer dans tes frais. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, si quelqu'un te promet des gains élevés sur de courte durée, réfléchis bien avant de te lancer. Réfléchis bien avant de collaborer avec cette personne-là. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'étoffe nécessaire, alors il faut te faire accompagner, il faut te faire suivre, il faut te faire consulter. Forme-toi. Sinon, tu vas te lancer et puis tu vas te rendre compte plus tard que c'était du n'importe quoi. Ne perds pas de vue les risques. Parce que quand tu vois un cash flow élevé quelque part, il y a des risques. Comme je dis toujours, le rendement élevé est lié également au risque élevé. Donc, ne t'éloigne pas de la réalité. Il ne faut pas seulement te focaliser sur le cash flow qui est élevé. C'est très, très dangereux. 6e gros mensonge de l'investissement immobilier, investir sans capital. Ça, c'est aussi un gros mensonge. Tu peux obtenir un financement de la banque sans apport personnel, mais ça ne veut pas dire que tu n'injecteras pas de capital dans l'investissement. Oui. Par exemple, tu peux acheter un bien immobilier, oui, ça coûte 100 000 euros, les frais de modernisation, c'est 12 000 euros. Non, pardon, les frais, des frais supplémentaires pour l'acquisition, c'est 12 000 euros, ça fait 112 000 euros. Tu arrives, la banque finance tout ça. Oui, tu n'as rien injecté. Mais si le loyer que tu reçois du locataire est inférieur à la mensualité, ça veut dire que tu dois injecter de l'argent. Et ça se passe dès le premier mois. Donc, du coup, tu es déjà là en train d'injecter de l'argent. Et cet argent que tu injectes là, c'est un peu comme tes fonds propres. Donc, te lancer dans un bien immobilier sans capital, dire que tu peux te lancer dans l'investissement immobilier sans capital, c'est faux. Donc, tu dois, et même si le loyer suffit pour la mensualité, tu dois avoir une réserve. Tu dois avoir une réserve. Et moi, je dis toujours, généralement, je recommande aux personnes que j'accompagne, aux personnes que je conseille de mettre au moins 5 000 euros de côté, qu'on ne sait jamais. Mais normalement, tu peux décider de mettre, par exemple, un loyer semestriel de côté. Semestriel, ça veut dire que si le loyer c'est 500 euros, tu peux mettre 3 000 euros de côté. Si le loyer c'est 1 000 euros, tu peux tout faire mettre 6 000 euros de côté pour ta réserve. C'est très important parce qu'il peut arriver que tu achètes le bien, le lendemain, tu as un problème dans le bien, il va falloir résoudre. Tu achètes le bien, tu as signé chez le notaire, tu as tout. Le
locataire à l'intérieur, il vit dedans 2 mois, 3 mois plus tard, il t'appelle, il te dit qu'il y a un dégât d'eau, il faut 12 000 euros. Si tu n'as pas de réserve, tu fais comment? Ça se passe comment? Donc, c'est un peu ça. Il faut tout faire. Il faut tout faire lorsque tu achètes un bien immobilier, même si tu as investi sans capital, tu dois avoir du capital, tu dois avoir une réserve, n'est-ce pas, pour pouvoir agir en cas de problème. Donc, le locataire peut avoir également, il peut aussi arriver que le locataire ait des difficultés à payer le loyer. C'est un bon locataire, tu as trouvé un bon locataire qui avait un bon boulot et puis subitement il perd son boulot, bien il fait un accident. Tu ne vas pas le chasser du jour au lendemain. Il y a même certains locataires, voilà, il avait la capacité de payer, mais à un moment donné, il ne paye plus. Et quand il ne paye plus là, ça veut dire que vous allez aller en justice, vous allez monter, vous allez descendre, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Et pendant ce temps, la banque ne connaît pas, ne connaît pas que le locataire ne paye pas le loyer. Non, non, ce n'est pas le problème de la banque. La banque a ton numéro de compte, la banque passe dans ton compte et prend la mensualité. Que le locataire paye ou pas, ce n'est pas le problème de la banque. C'est pareil également pour les frais de copropriété. Si tu as acheté l'appartement dans un immeuble, l'administrateur du bien ne connaît pas que si le locataire a payé le loyer ou pas. Donc du coup, tu dois d'abord payer la mensualité et payer les frais de copropriété en attendant de résoudre le problème avec le locataire. Et ça va te faire dépenser. Si tes frais de copropriété c'est 300 euros et que la mensualité c'est 500 euros, ça fait 800 euros que tu dois poser sur la table chaque mois. Si votre problème dure 1 an, ça fait 800 euros fois 12, ça fait 9 600 euros que tu dois investir dans ce bien. Donc dire que tu peux te lancer dans l'investissement immobilier sans capital, c'est faux. Ça, c'est un profane qui va dire ça. Si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il n'a pas compris l'investissement immobilier. C'est qu'il te trompe. Il est en train de te vendre du vent. Il est en train de te tromper, n'est-ce pas, pour te mettre dans un système que tu ne maîtrises pas et que lui-même ne maîtrise pas. Parce que quelqu'un qui s'y connaît dans l'investissement immobilier ne va jamais dire que tu dois investir sans capital. Et voilà, donc il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. Même si tu réussis à acheter un bien et la banque ne te demande rien, il faut avoir une réserve. Certains investisseurs font comment? Ils ont peut-être 20 000 euros qu'ils ont mis de côté, qu'ils pouvaient bien utiliser pour les frais supplémentaires pour l'acquisition, pour acquérir un bien. Ils préfèrent garder ça comme réserve et s'en vont demander un financement à plus de 100% à la banque pour acquérir ce bien immobilier. Justement pour préparer dans ce genre de problème. On ne sait jamais. Le bien immobilier, c'est deuxième main. Et un bien deuxième main, on peut te lâcher à tout moment. Et tu seras constamment en train de résoudre les problèmes. Et le bien s'entretient. Il faut de l'argent pour entretenir un bien. Et il y a toujours des imprévus. Lorsque le bien est deuxième main, il faut te préparer à toujours être en train de résoudre des problèmes. Et pour cela, tu as besoin d'une réserve. Il faut toujours avoir une réserve. Quel que soit l'endroit où tu investis, tu dois toujours avoir une réserve. 7e gros mensonge de l'investissement immobilier, les grosses marges pendant l'achat-revente. Quand on parle d'achat-revente, et si on parle de la stratégie fix and flip, je trouve le bien, j'achète, je rénove et je remets sur le marché pour revendre. Voilà. Ces grosses marges-là, tu ne vas pas toujours les obtenir. Il peut arriver que tu achètes pour vouloir revendre et tu fais une perte. Donc, ce n'est pas toujours le cas. La conjoncture du marché peut varier à tout moment et toi, en tant qu'investisseur, tu ne peux rien faire pour influencer la conjoncture du marché. La seule chose que tu peux influencer, c'est ton profil, c'est ta solvabilité, c'est ta situation financière. Ça, tu peux influencer, ça, tu peux modifier, ça, tu peux améliorer. Mais la conjoncture du marché, tu ne peux pas savoir si le mois prochain, les taux d'intérêt vont baisser de 2 à 1%. Si, par exemple, tu achètes un bien immobilier à 100 000 euros et pendant une période où les taux d'intérêt étaient à 2%. Tu rénoves le bien et ensuite tu revends 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, les taux d'intérêt sont quittés de 2% à 4%. Ça veut dire que ça a doublé. Ça veut dire quoi quand le taux d'intérêt double? Les taux d'intérêt doublent, ça veut dire que le nombre d'acheteurs va diminuer. Le nombre d'acheteurs va diminuer, c'est-à-dire que si le nombre d'acheteurs diminue, ça veut dire que l'offre est supérieure à la demande. Et quand l'offre est supérieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs sont obligés de danser la danse des acheteurs. Ça devient un marché d'acheteurs. Donc, le prix d'achat va baisser. Donc, si toi, tu avais acheté quand c'était 2% et maintenant c'est 4%, tu auras les difficultés à rentrer dans tes frais. C'est très important. Donc, dis que tu peux faire, quand tu fais dans l'immobilier, l'achat-revente, tu vas faire de grosses marges. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire extrêmement attention. Il faut nuancer. Voilà. Et si tu revends, si tu as par exemple acheté le bien à 100 000 euros et à cause de la conjoncture du marché, tu revends à 90 000 euros, tu as perdu là 10 000 euros. Et ton temps que tu as investi, tu dois facturer ça. Donc, tu es dans une perte totale. Donc, tu peux acheter un bien dans un immeuble aujourd'hui, par exemple, pour revendre et quelques semaines plus tard,
il y a un dégât d'eau, il y a un problème d'électricité, voilà. Et ce dégât d'eau, ce problème d'électricité, tu dépenses peut-être 10 ou 20 000 euros pour résoudre ça. Quand tu achetais le bien, tu ne savais pas qu'il devait avoir un dégât d'eau les prochaines semaines ou les prochains mois. Tu ne savais pas qu'il devait avoir un problème d'électricité les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont visibles lors de la visite. Donc, si tu investis 20 000, tu dépenses encore 20 000 euros. Tu as acheté le bien. Et puis, quelques semaines plus tard, il y a ce dégât d'eau là. Tu n'avais pas prévu les 20 000 euros là. Peut-être dans ton calcul, ta marge était 20 000 euros. Mais si tu prends les 20 000 euros, tu investis pour renouveler l'électricité, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même si c'est comment, si tu avais prévu un bénéfice de 20 000 euros, tu as déjà dépensé 20 000 euros pour faire cette modernisation là, tu es dans la perte. Donc, ce qui est sûr, quel que soit comment tu vas faire, même si tu cherches à vouloir revendre à un prix un peu plus élevé, ça va réduire de manière considérable ta marge. Donc, on peut dire que ce ne sera pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas de dire que dans l'achat-revente, tu vas faire des bénéfices. Tu peux faire de grosses pertes dans l'achat-revente. C'est pour ça que je dis la stratégie fixe un flip, c'est pour des personnes qui connaissent ce qu'ils font, qui ont la compétence, qui ont aussi le cœur, parce que c'est lié à de gros risques. Tu peux plomber toute ta situation financière dans cette stratégie-là. Il faut faire extrêmement attention. Tu peux également acheter un bien qui est déjà en location et le locataire décide par exemple de réduire le loyer. Parce que c'est son droit. S'il vit dans un appartement et qu'il se rend compte qu'il y a les manquements, il a le droit de réduire le loyer. Et s'il réduit le loyer de manière automatique, n'est-ce pas, ça réduit la valeur de ton bien. Tu achètes un bien immobilier que tu voulais revendre avec la stratégie fix and flip. Le bien immobilier est occupé par un locataire qui paye peut-être 500 euros. Tu as acheté le bien à 100 000 euros parce que le loyer c'est 500 euros. Maintenant, à cause d'un problème dans l'appartement, il dit que, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais diminuer le loyer de 500 à 400 euros. Et quand il diminue le loyer comme ça, tu vas revendre à qui? Au même prix ou bien à peut-être 20% de plus. Pourtant, le loyer a diminué de 20%. C'est extrêmement difficile. Donc, si tu veux revendre ce bien, tu vas essuyer une perte. Donc, dire que en faisant l'achat-revente, tu vas faire de grosses marges, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est vendre du vent. Donc, pour faire de grosses marges, il faut d'abord savoir ce que tu fais. Tu dois maîtriser le marché. Tu dois avoir un bon réseau. Tu dois avoir des artisans honnêtes, rapides, qui respectent le budget, qui respectent les deadlines. Et tout ceci passe par la connaissance et l'expérience sur le terrain. Et ce que je chante tous les jours dans cette chaîne, cherche la connaissance. Avec la connaissance, tu vas te former ton réseau. Avec un peu de temps, tu auras de l'expérience. Et puis voilà, tu peux te lancer dans ce genre de stratégies qui sont très complexes. Voilà. Et il y a également le facteur de chance qui joue un rôle qu'on ne doit pas négliger. Oui, il y a aussi la chance qui joue un rôle. Donc voilà, 8e gros mensonge de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier est facile et c'est le seul vrai investissement. Ça, c'est encore un autre gros mensonge. L'investissement immobilier n'est pas du tout facile. Donc, si quelqu'un te dit que l'investissement immobilier est facile, c'est qu'il te ment. D'abord, l'investissement immobilier nécessite une discipline financière. Ça, c'est clair. Parce que si tu n'es pas discipliné financièrement, il sera difficile que tu sois ordonné. Donc, si tu n'es pas discipliné financier, tu ne seras pas ordonné. Et si tu n'es pas ordonné sur le plan financier, il n'y a aucune banque qui va t'accompagner. Donc, ça nécessite une grosse discipline financière. Tu dois être ordonné sur le plan financier. Tu dois tout faire pour arranger ta solvabilité. Tu dois tout faire pour être crédible aux yeux des banques. Ta solvabilité doit être attractive. Et l'investissement immobilier exige beaucoup de patience et d'endurance. Donc, si tu es quelqu'un qui n'est pas patient, qui n'a pas d'endurance, alors oublie l'investissement immobilier. Il y a beaucoup d'étapes, par exemple, pour l'acquisition d'un bien immobilier. Tu travailles en collaboration avec l'agent immobilier. Tu travailles en collaboration avec le propriétaire ou le vendeur. Tu travailles en collaboration avec les artisans. Tu travailles en collaboration avec les banquiers, avec les intermédiaires bancaires. Tu travailles avec le notaire. Tu travailles en collaboration avec les avocats. Tu travailles avec l'État. Tu travailles avec le cadastre. Tu travailles avec les locataires. Tu travailles avec le concierge. Et enfin, tu travailles aussi avec les administrateurs des biens. Et ensuite, tu dois manager le bien. Le bien ne se manage pas seul. Tu dois résoudre les problèmes d'entretien du bien. Donc, voilà, même si tu as un locataire à l'intérieur, généralement dans les contrats de bail, lorsque le montant ou alors lorsque le problème à résoudre ne dépasse pas 100 euros, oui, le locataire peut faire. Mais lorsque la réparation coûte déjà plus de 100 euros, voilà, il appelle son bailleur et c'est son bailleur qui doit gérer ce problème-là. Donc, le bien ne se manage pas seul, le bien ne s'entretient pas seul. Tu dois le faire, tu es le propriétaire, c'est ta responsabilité. Donc, c'est un peu ça.
Et en plus de ça, si tu as acheté le bien, au départ, quand tu achetais, c'était vide, tu dois moderniser. Après avoir modernisé, tu dois mettre sur le marché, tu dois faire les visites. C'est toi qui dois coordonner les visites. Ensuite, tu trouves le locataire, tu sélectionnes le bon locataire et avant de mettre le locataire, et ça prend du temps. Voilà, et c'est beaucoup de travail. Donc, on dit que l'investissement immobilier est facile, c'est faux. Sinon, tout le monde le ferait. Et dit aussi que c'est le seul investissement, c'est faux. Il y a plusieurs autres investissements. Il y a la bourse, il y a le e-commerce, il y a les parts d'entreprise que tu peux acheter, il y a même les métaux précieux que tu peux également acheter. Donc, je vais dire que l'immobilier, c'est le seul investissement. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Je déconseille même d'investir seulement dans l'immobilier. Il faut diversifier ses investissements. Il faut diversifier parce que le marché immobilier peut chuter. Et si le marché immobilier chute, tu as quand même d'autres investissements qui peuvent te faire tenir. Voilà, il faut. Donc, dans ton portfolio, tu dois avoir l'immobilier, tu dois avoir un peu de bourse, un peu de e-commerce, un peu de tout. Si bien que si un secteur ne marche pas, tu peux t'accrocher sur les autres secteurs. Donc, ne te fais pas tromper par qui que ce soit, ne te fais pas mentir, sois vigilant. Il faut activer ton esprit de discernement, surtout quand tu es face à quelqu'un qui tu crois qu'il est en train de te vendre une formation ou un service. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum et j'espère que tu as aussi appris beaucoup. Si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.